Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui, ce matin, je vais vous parler de l'énergie 11, la paix, la prospérité. J'ai choisi de vous lire un texte que j'ai écrit dans Le Destin du genre humain à propos de Nelson Mandela. Voilà, pour vous parler de cette énergie, j'ai pensé que le mieux c'était carrément Nelson et un texte sur Nelson. Alors, ce texte dans Le Destin du genre humain, euh, il avait pour objectif de montrer comment ça se passe quand on lit deux livres en même temps. Quand on ouvre le Yiking à l'hexagramme 11, la paix, la prospérité, fluidité printanière. Donc on est en plein dedans là, c'est ce qu'on ressent tous, c'est cette effervescence de printemps qui arrive, qui est là enfin, qui fait du bien à tout le monde. Et puis, quand on a donc le Viking ouvert à gauche sur cette énergie-là, et à droite, l'autobiographie de Nelson Mandela qui s'appelle Un long chemin vers la liberté. Donc, il a écrit Un long chemin vers la liberté. Alors, j'ai marqué la date, elle est par là. C'était 96. Et ensuite, 7 ans plus tard, il y a un film qui est sorti, un bon film, voire un très bon film, qui s'appelle pareil, Un long chemin vers la liberté, avec Idriss Elba, j'ai trouvé fantastique, magistral. J'adore le bonhomme en plus de l'interprétation qui est excellente. Et il y a aussi Naomi Harris qui fait une très bonne interprétation de la femme de Mandela. Voilà, je développe pas, c'est pas le sujet pour ça. Euh, donc voilà. Alors, on va partir sur le texte, mais avant, je vous rappelle quand même deux, trois trucs. Donc, la conséquence d'ouvrir les deux livres en même temps, cette technique que j'appelle d'une biographie hexagrammique. Donc là, je vais vous lire une biographie hexagrammique, c'est comme ça que je l'appelle. C'est pas très long, ça fait une dizaine de pages quand même. Il y en a pour une demi-heure, quelque chose dans le genre. Et la conséquence, c'est qu'on voit apparaître d'un côté le texte des traits de l'énergie 11, la paix, et de l'autre, on voit comment ça s'articule dans le texte biographique. Donc je vais passer d'un livre à l'autre sans arrêt en fait. Ok. Alors, avant de passer à Mandela, je vous rappelle deux, trois trucs, d'autres personnalités qui ont vécu et qui vivent dans cette énergie. Donc il y a celle qu'on appelle la Mandela au féminin, c'est Aung San Suu Kyi, en Birmanie, elle est toujours là. Elle doit être en difficulté, mais elle est toujours là. C'est quand même un prix Nobel. Voilà. Sauf que la conjonction politique mondiale a pris d'autres formules et la pauvre, elle n'est pas favorisée. Donc, à ce propos, on peut voir l'excellent film The Lady de Besson qui parle de Aung San Suu Kyi. Ok, c'est un très beau film. Au féminin, il y a aussi Joséphine Baker, qui est entrée dans le Panthéon français il y a quelques années, c'est assez récent. Et puis dans la vie politique contemporaine, j'ai capté l'énergie du petit-fils du général de Gaulle, le fils de l'amiral de Gaulle qui vient de nous quitter, et qui s'appelle donc le petit-fils Pierre de Gaulle. Ok, qui est obligé de vivre en Suisse parce qu'il est censuré en France. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, on va lire le texte sur Mandela, et ça part d'un souvenir quand j'étais adolescent au lycée. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Au lycée, à la fin des années 80, toute la fin 80, je me souviens du soutien français et international demandant la libération du prisonnier le plus célèbre de l'époque, Nelson Mandela. Sur les ondes radio et en concert à Paris, soutenu par l'enthousiasme des filles de la classe, un Zoulou blanc nommé Johnny Clegg chantait et dansait la culture sud-africaine. On est parti sur des rythmes de cônes. Un puissant mouvement anti-apartheid s'élevait et culmina avec sa libération euphorique en février 1990. Le futur président de l'Afrique du Sud reçut le prix Nobel de la paix avec de Klerk, blanc, le président sud-africain, en 1993. Ok, ça c'est pour le contexte, l'intro de l'époque. Donc nous, on a vécu ça en tant que petit Français ado, mais on l'a vécu, on l'a senti quand même, chacun de notre façon. Faut que j'avoue quand même qu'on a même fondé un groupe droits de l'homme avec les profs, etc., auquel j'ai fait partie, auquel les filles faisaient partie, etc. Bon, voilà.
Tandis que Richard Willem, la traduction jaune, traduit l'hexagramme 11 par la paix, les traducteurs français Javert et Faure ont opté pour la prospérité. Bon, en soulignant sa fluidité printanière, qui est un échange fructifiant entre 3 yin et 3 yang, une communication harmonieuse entre haut et bas, une effervescence entre l'intérieur et l'extérieur, une ivresse féconde entre terre et ciel. C'est là qu'il faut que je vous montre quand même le dessin des 6 traits. Donc on est dans la paix, la prospérité, énergie 11, et on voit bien que en bas on a le trigramme, on a l'élément du ciel, et en haut on a l'élément de la terre. 3 yang, 3 yin. Ok? Ça ne peut pas être plus visuel. Là on distingue vraiment, il y a un rapport terre-ciel direct. Ok? Harmonisation. Et quand on va inverser les 2 trigrammes, donc là on va, si je triche un peu et que j'inverse les 2 trigrammes, que je cache que c'est là, on obtient l'adversité. Donc on n'a plus l'échange il est rompu. Ok? C'est pour montrer comment ça se passe les énergies entre les trigrammes, les éléments. Bon, donc là on est dans la paix. Nelson Mandela. Je continue. L'hexagramme 11, la paix, formule donc la destinée, le sens de la vie de Nelson Mandela, à travers aussi son autobiographie. Donc on fait le lien. Or, en 1975, encore emprisonné, Mandela a commencé à écrire son autobiographie. Ainsi, si vous ouvrez les 2 livres simultanément, votre intuition peut constater les résonances, les éclats d'évidence, la musique du sens et la quintessence de l'existence. Bon, c'est ça qu'il s'agit de faire ressortir la quintessence pour montrer comment ça se passe. J'ouvre donc un long chemin vers la liberté. Je ne l'ai plus là, le livre, il est quelque part dans des cartons, je ne sais plus où il est. Il est gribouillé partout. Au chapitre 1, Mandela parle de sa forte constitution. Donc c'est tout comme l'idéogramme Tai. Donc en chinois, l'idéogramme Tai sert à nommer la paix. Tai. Alors je ne sais pas si c'est Tai ou Tai, je ne sais pas prononcer. Ça signifie grand, ça signifie aussi éminent et suprême, et on va voir que ça rappelle les origines royales et de Mandela. Donc Mandela quand même, il fait autour d'1,80 m et il est bien bâti, c'est un costaud. Ok? C'est pas un gringalet du tout. Et 1,80 m pour au moins 1,80 m, peut-être un peu plus, j'ai pas la taille exacte. C'est un costaud. Bon, de son père, il a reçu le prénom Rolilala, ce qui veut dire tirer la branche d'un arbre. Ça, il y a que en Afrique que ça peut arriver, ce truc-là. Ici, la résonance avec l'idéogramme Tai de la paix réside dans la représentation d'un germe en train de pousser. Donc là, je parle des concordances, et ainsi que la présence d'une poussée végétale, dès l'hexagramme dérivé du premier trait, 46, la croissance. Ok, donc tout est bien aligné dans les énergies, c'est évident. Donc dès le premier trait par lequel on va rentrer, donc le yang d'en bas, l'hexagramme dérivé, c'est déjà la croissance, c'est-à-dire celui qui parle le plus de la végétation, comme de la branche d'un arbre. Ok, c'est le premier trait, c'est le vent, etc. Donc Rolilala Mandela est né en Afrique du Sud, à Mwedzo, dans la région du Transkei, le 18 juillet 1918. À 5 ans, il participe à la vie du village de campagne. C'est un jeune berger du petit bétail avec les autres garçons. C'est comme ça que se déroule la vie des petits garçons en Afrique traditionnellement. À 7 ans, il est baptisé à l'église méthodiste. Il va à l'école de Kunu et on lui attribue le prénom de Nelson. Okay. Sa mère est la 3e femme des 4 épouses de son père, qui alterne sa présence chaque semaine dans les 4 familles séparées. Son père, chef de naissance et de tradition, fier et révolté, comme dit Mandela, obstiné du sens de la justice comme il le sera lui-même, d'un entêtement excessif, dit-il, comme en parle l'idéogramme Tai aussi. Son père décède alors qu'il n'a que 9 ans. Là, il faut que je vire ça. Ça m'embête. Merci. Déjà, on entre dans la chronologie hexagrammique où confluent les 2 livres ouverts. C'est le chapitre 3 de son long chemin vers la liberté. En effet, le décès de son père en 1927 projette Nelson Mandela dans sa destinée écrite.
Voilà, donc il a 7 et 2, 9 ans. Si jeune soit-il, ça commence à 9 ans pour lui. Roli Lala est entré dans le texte des traits de l'hexagramme 11, l'énergie 11, la paix. Le premier yang d'en bas, de la paix, que je vous ai montré, a pour hexagramme dérivé 46 la croissance, je viens de le lire, où il s'agit de s'ériger petit à petit, puisqu'un mouvement vers le bas permet de s'élever. Il y a un mouvement de récolte des grains qui permet l'élévation. Okay, on verse des grains et ça devient une petite dune qui monte, et c'est ça le principe de l'hexagramme, la dynamique de l'énergie 46 croissance, celle de François Cheng par exemple, ou de Louis Chédid. Le petit garçon grandit donc à la campagne, tout simplement, et va à l'école, sans qu'il n'y ait de percée au grand jour. Okay, il a une vie de petit garçon 100% normal. Bon, ça commence comme ça. Plus le document est empreint d'une profonde sincérité, clairement exprimée, plus on a de chances de retrouver dans le texte des traits l'hexagramme de la personne concernée. Et cela, évidemment, qu'elle connaisse ou ignore les transformations vivantes dans le Yiking. Ainsi, donc le langage transpire dans le langage. Tout ça, ce n'est que du langage, ou du sens, ou de la vie, et tout ça. Ça dépend comment on regarde, de quel angle on regarde. Mais c'est du langage aussi. Donc c'est le langage, c'est le Yiking considéré comme le langage lui-même. C'est la phrase que je répète régulièrement. C'est comme ça que je suis rentré dedans à fond. Ainsi, dès le premier commentaire du premier yang d'en bas, donc ça, le premier trait, on rentre dans les traits, première sentence. Arracher des roseaux à racines enchevêtrées. Alors, on est bien dans le végétal, comme il y a marqué tirer la branche d'un arbre, le roli lala, ok, on est dans le même sens. Mandela se souvient de sa jeunesse et écrit au chapitre 3, je me sentais comme une jeune pousse qu'on vient d'arracher de terre et qu'on a jetée au milieu d'un ruisseau que le courant emporte irrésistiblement. Donc là, c'est magique, je ne me suis pas trompé. On retrouve exactement les mêmes mots dans le Yiking et dans l'autobiographie de Mandela. Donc là, s'il fallait, j'ai une confirmation totale que mon intuition ne s'est pas trompée. J'ai tout confirmé. Ok ? Et en plus, là, je vous en montre une, mais il y en a des tonnes de confirmations qui s'enchaînent quand on est comme ça. Okay, en effet, suite à la mort de son père, le chef et gérant Jonji Taba devient son tuteur officiel, légal. Il a dû quitter sa mère et son village natal. Pendant une décennie, Nelson Mandela vit avec sa nouvelle famille, dont il a aussi un grand frère prénommé Justice. Le chapitre 4 s'ouvre sur sa circoncision en janvier 1934. Il a 16 ans. Il s'agit d'un rituel de la tradition Xhosa, X-H-O-S-A, où l'adolescent devient un homme. Dans le texte du premier yang, cela correspond à la sentence « chacun selon son espèce ». Normalement, on doit comprendre de quoi il s'agit rien qu'à cette phrase. Chacun selon son espèce. Sa circoncision, il devient homme. Ok, il a 16 ans. Nelson a 16 ans. Roli Lala. La dernière phrase du yang d'en bas, et là c'est la sentence « ouverture pour des expéditions » correspond à ses années d'études au lycée, puis à l'université de Fort Hay, Alice, le seul établissement noir d'Afrique du Sud à cette époque. Donc il a de la chance, il peut faire des études. Il fait partie de la minorité noire africaine qui peut faire des études. Il a cette chance-là. Lorsque le premier yang de la paix cesse sa croissance en 1940, Nelson Mandela a 22 ans et il est promis à la réussite parmi l'élite noire. À l'université, une anecdote négative laisse présager un long changement. De retour au village à l'été 1940, le régent veut imposer, avant son éventuel décès, un mariage à ses deux fils, à Nelson et à Justice et à Nelson. Les deux frères s'y refusent et s'enfuient dans un périple audacieux que Mandela raconte. Là s'ouvre la seconde partie de son autobiographie, Johannesburg. En même temps que s'ouvre le second trait Yang de la paix, dont le premier commentaire est sentence « supporter l'immensité frustre et déserte ». Il faut imaginer qu'il y a deux jeunes hommes blacks qui entrent dans Johannesburg en fuite sans l'aide de personne. Donc là, c'est une aventure qu'il nous raconte. Difficile. En 1941 commence donc la difficile expérience de la vie active à Johannesburg. Frustre renvoie à des baraques mouillées. Donc là, je fais des liens, des résonances entre les deux textes des deux livres. Comme le township d'Alexandra, où il loge et signifie ville obscure.
alors que l'immensité à supporter correspond à toute la vie à Johannesburg qu'il découvre. D'accord. L'hexagramme dérivé de ce deuxième yang portant Mandela et 36 lumières obscurcies, c'est tout à fait ce sens-là. Alors, en lumière obscurcie, c'est les difficultés peuvent devenir fécondes si on voile son propre éclat tout en percevant la lumière depuis l'obscurité. C'est du Chirac ou du Platon. Ok. Nelson Mandela a 23 ans alors qu'il est promis à la réussite parmi l'élite noire sud-africaine. Dans sa fuite à Johannesburg, il est confronté à la pauvreté, aux difficultés quotidiennes de tout un chacun. L'héritage de ses origines ne lui est encore d'aucun secours. Après des petits boulots, certaines aides, il s'engage dans la voie du droit pour continuer son devoir d'avocat, reprendre des études par correspondance tout en étant stagiaire dans des cabinets d'avocats. Ok. Donc il commence par une vie, par la vie. Ok. Au chapitre 10, Mandela se rappelle du décès du régent, à l'hiver 1942. Le père de Justice est mort à l'hiver 42. Justice va s'installer dans ses nouvelles fonctions royales et Nelson retourne à Johannesburg après les obstacles. C'est alors que Mandela utilise, dans la langue Xhosa, l'expression importante et récurrente du Viking « j'ai traversé de grands fleuves ». Donc il y a cette expression dans le Viking et dans le texte de Mandela. Non seulement il ne faut pas s'étonner de trouver les expressions du Viking dans toutes les autres langues, mais il faut entendre que Mandela parle la seconde phrase du Viking, seconde sentence, qui est « traverser le fleuve résolument ». C'est ainsi que Mandela s'interroge dès l'entame de sa troisième partie autobiographique sur la naissance d'un combat de la liberté. Quand est-il devenu politisé, précisément? De fait, il l'est depuis la naissance de par son héritage, mais il devient actif à partir de cette traversée du fleuve de la vie. Pour faire simple, il entre dans la conscience politique. Et il commence son engagement. En 1943, il obtient sa licence en droit, qu'il reçoit en costume et en présence de sa mère. Il s'inscrit pour le cycle supérieur par correspondance à l'université de Wits. 1943, ce sont ses rencontres politiques avec Lambede, avec Gore en août 1943. Sa première manifestation l'impressionne. Sa participation militante devient active. En 1983, une délégation à laquelle il appartient rencontre le président de l'ANC. Ça va être le groupe de l'indépendance des Sud-Africains. Okay. En décembre, il décide de créer une ligue pour la jeunesse qu'il fonde à Pâques 1944. Mandela est élu au comité exécutif. Okay. Pour un Xhosa, traverser les grands fleuves, c'est encore rencontrer et épouser Evelyn Mose en 1944. Ensemble, ils auront 4 enfants, dont l'aîné, en 1945, Thembi. Les traductions jaunes et rouges des 3e et 4e sentences du second trait, du deuxième trait, ne sont pas assez précises pour que j'en saisisse le sens. Bon, là j'ai eu apparemment une difficulté de trouver du sens. Ça arrive. Au chapitre 12, la grève des mineurs de 1946 semble parler de cette troisième phrase indéfinie. En 1947, Mandela est élu au comité exécutif de l'ANC et l'année suivante, il devient secrétaire national de la Ligue de la jeunesse. La 4e phrase paraît significative de 1949 et 1950 où l'ANC et la Ligue de la jeunesse s'accordent et se confrontent dans leur militantisme. Ouais. Sous le signe de l'hexagramme dérivé 36 lumières obscurcies, le commentaire en 5 phrases de ce yang est construit en cause et conséquence vers une culmination à la 5e sentence, qui est « atteindre au niveau supérieur par un agir au milieu juste ». Ce sont les années 1951-52 jusqu'au 3 septembre 1953. 11 années après son arrivée à Johannesburg, Nelson Mandela ouvre en août 1952 le premier cabinet d'avocats de 2 Sud-Africains noirs, Mandela et Tembo. Tembo. Il est élu président de la comité de la Ligue de la jeunesse qu'il a fondée et président de la région du Transvaal de l'ANC, ainsi que vice-président de l'ANC. Aussi est-il chargé d'organiser la campagne de défiance de l'ANC en 1952. Entré dans la cour des grands, il goûte à la prison quelques jours, un procès commence, un ordre de bannissement, etc.
Dans le texte autobiographique, ce sont les chapitres 14 à 17. Et le chapitre 18, seulement 2 pages, résume l'ensemble de ce second Yang. À Johannesburg, j'étais devenu un citadin, dit-il. Le récit indique donc qu'à la date du 3 septembre 1953, marquant la fin du second Yang et le début du troisième Yang, Mandela, 2 points. J'avais 35 ans et ces nouvelles interdictions très sévères mettaient fin à près de 10 ans d'engagement dans l'ANC. Des années qui avaient correspondu à mon éveil et à ma formation politique, et mon implication toujours plus forte dans la lutte était devenue ma vie. Il est les 2 pieds dedans. Le troisième Yang ne dure qu'une 8aine d'années, a priori, entre le 3 septembre 1953 et le 23 mars 1961. À la traduction rouge qui découpe son commentaire en 5, je préfère la jaune en 4 parties. L'hexagramme dérivé de cette partie et de ce dernier Yang est l'énergie 19 approchée où de multiples éclosions sont à accueillir et soutenir. La première sentence est « Pas de plainte sans côte, ni d'aller sans retour ». Ça débute le 3 septembre 1953 lorsque Mandela est interdit pendant 2 années du droit de réunion et doit demeurer à Johannesburg. Donc la répression commence à lui tomber sur le paletot. C'est le chapitre 18 retraçant cette transition du deuxième au troisième Yang. Nelson est contraint de démissionner de ses fonctions militantes et passe à un rôle plus secondaire et clandestin. En 1955, le Congrès du peuple adopte la Charte de la liberté. C'est le chapitre 20. Ce n'est donc pas un hasard si au chapitre 20, on apprend que Mandela aimait et pratiquait la boxe en amateur, parfois avec son fils. Donc, il ne faut pas méconnaître ou se tromper sur Nelson Mandela, c'est bien la paix, la prospérité. Néanmoins, c'est un guerrier. Okay, on va le voir. Donc, à travers la boxe déjà. Je souligne donc que dans leur étude de l'idéogramme Thaï, les traducteurs français parlent des Taiping. Ce sont des boxeurs contre les envahisseurs mandchous du milieu du 19e siècle. C'est très connu dans l'histoire chinoise, qui pratiquent la boxe du Tai Chi Chuan. Okay, ça, c'est pour les arts martiaux. Le chapitre 21 parle aussi du retour de Mandela dans sa région natale, sa campagne et son village d'enfance. Nelson visite ses 2 mères et toute sa famille. Puis au chapitre 22, Mandela écrit qu'il y est retourné pour acheter un petit terrain en février 1956. Ces 2 rechefs le sentiment du retour, même si le projet n'aboutit pas. Le chapitre 23 commence la 5e partie autobiographique, le procès de trahison. Le matin du 5 décembre 1956, Nelson Mandela est arrêté chez lui. Il s'agit de la seconde phrase du troisième Yang, présage de danger et absence de faute. Ce procès de haute trahison, qui représente ce danger en présage, va durer plus de 4 années. Au début de 1950, ils sont 155 membres accusés. Lorsque le procès s'ouvre, le 3 août 1958, ils ne sont plus que 30, dont Mandela en ligne de mire. Le chapitre 26 narre sa rencontre avec Winnie. C'est celle de l'onde porteuse, de la 3e phrase de ce Yang. En 1958 est prononcé son divorce avec Evelyn, puis son mariage avec Winnie le 14 juin 1958. Avec la belle combattante, il aura 2 filles nées en 1959 et 60. Ces 2 filles cadettes. Le 21 mars 1960 est marqué par le massacre de Sharpeville. C'est relaté dans le film Un long chemin vers la liberté. Il y a un massacre terrible, volontaire. L'apartheid règne. Le gouvernement déclare l'état d'urgence. Mandela est emprisonné avec 40 militants dont il est désigné porte-parole. Les associations militantes sont interdites. Elles s'organisent clandestinement. Lorsque l'état d'urgence est levé, le 31 août 1960, ils sont libérés. J'ignore l'exacte traduction de la dernière phrase du troisième Yang. Soit l'idée de profiter du peu qu'il nous reste, soit un bonheur plus alimentaire, dont on trouve la thématique dans les chapitres 34-35. C'est pas très clair. La fin de ce Yang arrive avec le verdict du procès pour haute trahison les 29 et 30 mars 1961. Ils sont acquittés.
Le yin à la 4e place commence au lendemain de cet acquittement. Conscient de sa liberté surveillée et précaire, Mandela passe immédiatement dans la clandestinité en avril 1961. Dans le récit autobiographique, le premier yin du trigramme de la Terre s'illustre dès la 6e partie du Mouron noir, le chapitre 40. Son hexagramme dérivé, qui rappelle donc le combat du général de Gaulle, et 34, la grande force, où s'exprime la maîtrise d'une énergie vigoureuse et grandissante. La première sentence de ce yin est virevolte et voltige. Fin mars 1961, acquittement. Début avril, passage à la vie clandestine. Dès juin, Mandela forme le projet du bras armé de l'ANC, avec la création du MK, la lance armée. Il s'agit désormais de changer de tactique politique, de passer de la non-violence héritée de Gandhi et voulue par l'ANC à une réponse adaptée à l'apartheid étatique. Le MK de Mandela organise des attentats matériels. À noter que le mois où le MK entre en action, en décembre 1961, le président de l'ANC, le chef Luthuli, reçoit le prix Nobel de la paix. Virevolte et voltige, la sentence. Le premier semestre 1962, Mandela voyage dans une douzaine de pays africains, rencontre nombre de responsables politiques, s'achemine jusqu'à Londres, lève des fonds secrets, lit des écrits guerriers, cherche du soutien logistique pour son organisation militaire et se forme lui-même au combat au Maroc et en Éthiopie. Virevolte et voltige correspondent donc au Mouron noir. Donc là, je fais le lien entre le texte du Viking et le texte autobiographique. Virevolte et voltige correspondent donc au chapitre du Mouron noir de la 6e partie autobiographique, donc c'est les chapitres 40 à 47. De retour de son périple militaire et clandestin en juillet, Mandela est arrêté le 5 août 1962. Il s'est fait repérer. La deuxième phrase du yin, pas d'enrichissement par les voisins, figure son arrestation du 5 août et sa condamnation à 5 ans de prison le 7 novembre 1962. Mandela est emprisonné à Pretoria, puis transféré à Robben Island pendant 2 mois, puis de nouveau à Pretoria. Le 11 juillet 1963, la police démantèle presque tout le commandement du MK à Rivoria, la 7e partie autobiographique. Chapitre 48. Le procès de Rivoria commence en octobre 1963. Mandela est le premier d'une dizaine d'accusés. Le verdict est rendu le 12 juin 1964, au chapitre 58. Ce n'est pas la peine de mort comme pressenti, mais la prison à perpétuité à Robben Island, qui est une île de 2 km sur 3, exprès pour les forçats, avec travaux forcés, au large du Cap. On est tout en bas de l'Afrique du Sud. Et autant dire que la mer n'est pas sympa. Mandela commence la 8e partie de son récit avec son arrivée à Robben Island. Les années sombres de ce chapitre 59. De ce 12 juin 1964, il se souvient des mots d'accueil du colonel de la prison. « Tant que tu ne feras pas de problème, tu auras tout ce que tu voudras. » Ouais. Ces paroles résonnent précisément dans le sens décrit par la traduction rouge, où le comportement adopté détermine la conséquence de l'onde porteuse. La 3e phrase de ce yin, pas de mise en garde et ainsi il y a onde porteuse. Bon, ainsi onde porteuse. Les années sombres sont décrites au long des chapitres 59 à 70. Le numéro qu'il porte, les vêtements, le froid, la nourriture, la cellule, parfois l'isolement, les prisonniers politiques, la résistance jusqu'à la grève de lenteur du forçat, voire une grève de la faim. Rester digne, une journée type, l'aléatoire du courrier et des visites, sa femme Winnie harcelée par la police et emprisonnée. Faire des études en prison, s'informer des journaux interdits, 13 années de travaux forcés, ouais, c'est vite dit, les relations entre détenus et son rôle central. Il est chef quand même en prison. Année sombre, avec les décès du chef Luthuli en 1967, de sa mère en 1968 et de son fils aîné dans un accident de voiture en 1969. Coup dur. Le 5e trait de la paix est un yin
dont le commentaire est « Le souverain Yi marie sa cadette », causant ainsi une heureuse félicité, fondamentalement ouvert. La première phrase de ce commentaire trouve donc son illustration dans la 9e partie autobiographique Robben Island, le début de l'espoir. Et la seconde phrase du Yin, fondamentalement ouvert, est significative de la 10e partie autobiographique Parler avec l'ennemi. Mandela a toujours cru qu'il allait sortir de prison un jour. Il n'a jamais perdu espoir. Par conséquent, il est difficile de dater son espoir avec précision. Néanmoins, certains faits importants ont lieu. En 1975, la visite de sa fille Zinzi, qu'il n'a connu qu'enfant, est un moment très heureux pour lui. En 1975 et 1976, dans le secret de la nuit, Mandela écrit ses mémoires en prison. Et grâce à la complicité de ses compagnons, parvient à faire sortir un manuscrit. D'ailleurs, cette même année, la question de sa libération commence à s'envisager. Après 13 années de travaux forcés, les travaux forcés pendant 13 années cessent en 1977 et les conditions de détention s'améliorent. Le souverain Yi marie sa cadette, c'est le mariage de sa fille Zeni pendant l'hiver 1978, chapitre 82. Sa fille est une princesse Tembo, se mariant avec un prince Zouazi. Ils rendent visite à Mandela avec leur nouveau-né, une petite fille qui revient au grand-père de prénommer Espoir. Et Mandela écrit « Ce fut un instant prodigieux, voilà donc l'heureuse félicité ». Comme quoi, même en prison, il y a des instants de bonheur. D'ailleurs, un autre document, son carnet de prison de 1978 à 1981, témoigne de l'importance et de la présence de ses deux filles cadettes, celle d'avec Winnie, jusque dans ses rêves. Dans la deuxième partie, fondamentalement ouvert à des prémices, lorsque en 1979, Mandela reçoit le prix Nehru des droits de l'homme, et quand une campagne de presse scande sa libération dès 1980. Toutefois, fondamentalement ouvert prend forme le 30 mars 1982, au moment où Mandela est transféré de prison à Pollsmoor. C'est le début de la 10e partie autobiographique, Parler avec l'ennemi, se déroulant jusqu'à sa libération en février 1990. Installé avec quelques compagnons politiques, Mandela qualifie la prison de Pollsmoor d'hôtel 4 étoiles. Ils vivent dans un grand appartement où il peut même jardiner sur le balcon. Les conditions de détention s'améliorent encore. En mai 1984, les visites contacts avec sa femme sont autorisées. Cette année-là, l'archevêque Desmond Tutu obtient le prix Nobel de la paix. Mandela reçoit dorénavant de nombreuses visites et la question de sa libération se discute. Le 10 février 1985, sa fille Zenzi prononce un discours qu'il a lui-même écrit et qui se termine par « Je reviendrai ». I'll be back. L'hexagramme dérivé de ce deuxième yin est 5 attendre. Ce qui signifie une période prometteuse où l'on nourrit ses forces en communiquant tranquillement avec autrui. C'est là le sens prometteur de ce « je reviendrai », tout comme celui des produits du jardinage chaleureusement récoltés. Quand il y a une tomate qui pousse sur le balcon, c'est un trésor. Toutefois, le fait le plus significatif est que Nelson Mandela décide lui-même, secrètement, après son opération de la prostate en 1985, alors qu'il est isolé dans une grande cellule, d'entamer des négociations avec le gouvernement et lui en tant que représentant de l'ANC. Les chapitres 89 à 94 décrivent le cheminement des négociations de 85 à 88 entre Mandela et le gouvernement de l'apartheid. C'est là tout le sens et toute la force de Mandela que de discuter, négocier la fin de l'apartheid et le début d'une démocratie dotée d'un vote par personne. Évidemment, puisqu'il y a une minorité blanche qui maintient en dictature une majorité noire. Et donc, s'il y a un vote par personne, si tous les noirs votent, on bascule dans le pouvoir noir. C'est ça l'enjeu du moment. Le 9 décembre 1988, après une hospitalisation pour soigner une tuberculose, Mandela est transféré dans une prison toujours plus confortable à Victor Verst, une cage dorée, dit-il, avec un cuisinier. C'est le chapitre 95. Les négociations s'intensifient entre 88 et 89, notamment avec le président de Klerk, qui les déclare ouvertes officiellement le 2 février 1990.
apothéose de fondements ouverts, Nelson Mandela est libéré quelques jours après, l'ANC n'est plus interdite. C'est la fin du 5e trait de la paix et la fin du chapitre 99 et la fin de la 10e partie autobiographique qui mériterait le titre de la réussite des négociations de la paix démocratique. Le dernier trait de la paix de Mandela coïncide avec la dernière partie de son autobiographie, La liberté. Après 27 années de prison, Nelson Mandela est libéré le 11 février 1990. Le 100e chapitre s'ouvre sur cette journée pas comme les autres, au Cap. Plus comme les autres. Mandela sent sa vie recommencer. Ce sont déjà les forces puissantes de l'hexagramme dérivé, 26 grand apprivoisé. Là, il y a un moment d'une euphorie, c'est la libération de 1940, de août 45 à lui tout seul, quoi. Le commentaire du dernier Ying semble s'articuler en 3 phrases. Le rempart fait retour au fossé. Il ne faut pas employer l'armée. 2. Depuis son propre fief, proclamer mandat. 3. Présage d'Eugène. Dès la fin du 100e chapitre, parle du retour. Il veut revoir sa région natale. Ensuite, le chapitre 101 pose la question de la violence qu'il faut négocier entre l'ANC et le gouvernement. Cela correspond donc à l'armée dans le commentaire du Ying. Tout juste sorti de prison, Mandela déclare à Soweto, 2 points. La liberté sans le civisme, la liberté sans la capacité de vivre en paix, n'était absolument pas la vraie liberté. Fermez la citation. Son retour au village natal a lieu en avril 1990 et à l'automne 1993, il y fait construire sa maison. En juillet 1991, Mandela est élu président de l'ANC. Les négociations difficiles continuent avec le CODESA, les premiers et 2, CODESA 1 et CODESA 2, en 1992. Cette année-là, Mandela se sépare de sa femme Winnie. En 1993, il reçoit le prix Nobel de la paix avec De Klerk. Et en mai 1994, Mandela devient le premier président sud-africain démocratiquement élu. C'est le mandat de la seconde phrase du Ying. Mandela ne veut faire qu'un seul mandat, il se retire de la présidence en 1999. Il a mis l'Afrique du Sud sur les bons rails démocratiques. La probabilité de mon enquête phénoménologique m'oblige à dire que je suis incapable d'expliquer pourquoi la dernière sentence de son trait est d'une durée si extraordinaire, de plus d'une décennie. Certes, on l'a cru à l'article de la mort plusieurs fois, présage d'Eugène, parle donc des dernières années de sa vie, très âgé et retiré, affaibli et malade jusqu'à son décès en décembre 2013 et son enterrement à Kounou, son village natal, le 15 décembre 2013. Oui, j'avais un décalage entre la durée des traits et le dernier trait qui semblait extrêmement long. Et donc j'avais mis plusieurs hypothèses. Soit je me suis trompé, soit c'est vrai quand même, et que je suis étonné pour ne pas l'être, soit il est mort avant et puis ils l'ont dit après. Voilà. Je fais pas plus long. Bonne journée, ciao.